Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Fergan. Bonjour Peggy. Aujourd'hui, nous accueillons comme invité David Aziza. Bonjour David. Bonjour Peggy, bonjour Fergan. Alors David Aziza, vous êtes un invité exceptionnel à plus d'un titre, à commencer par le fait que vous êtes venu de New York pour nous voir, ce qui n'est pas banal, et nous oblige, comme on dit. Et ensuite, parce que malgré votre relatif jeune âge, vous avez déjà derrière vous un beau passif, à savoir que vous avez été élève de l'école normale supérieure, vous avez étudié la philosophie. Vous avez ensuite choisi de poursuivre vos études aux États-Unis, à l'université de Columbia, pour un doctorat au département de français, où vous avez également enseigné. Et comme vous me l'avez dit pour préparer cette émission, votre thèse est à la croisée de la littérature, de l'histoire des idées et des études religieuses. Vous avez ainsi consacré vos recherches à Michelet, en particulier à sa sorcière, et à l'historien de la mystique et des hérésies juives Gershom Scholem, dont vous avez fait dialoguer les approches de l'histoire, et tout en les mêlant en fait, à d'autres auteurs et chercheurs comme Georges Bataille, Carlo Ginzburg ou encore Bakhtin. Et donc là, les auditeurs commencent à se faire une idée du caractère pour le moins buissonnant de votre œuvre. En 2017, vous avez publié un premier livre aux éditions du Cerf, Talisman sur ton cœur, qui proposait une nouvelle traduction et un commentaire du Cantique des Cantiques. Et si nous avons ardemment voulu vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est pour votre deuxième ouvrage, paru en janvier chez Grasset, Le procès de la chair, dont le sous-titre « Essai contre les nouveaux puritains » laisse entendre toutes les idées contrariantes que vous y abordez. C'est un livre plutôt court, mais dense et foisonnant, et dont on ne fera évidemment pas le tour aujourd'hui. Et en 4 mots, pour citer Jean-Pierre Mariel dans Comme la lune de Joël Saria, ça mitraille sec et ça éclabousse. Alors sans plus attendre, une première question pour vous, par ma co-contrariante, Fergan. Alors dans votre livre intitulé Le procès de la chair, qui se caractérise au passage par un style littéraire particulièrement bien travaillé, vous vous frottez à ceux que vous appelez les nouveaux puritains. Et donc on sent bien que le but n'est pas d'en dire du bien, c'est un livre extrêmement dense où sont traités une multitude de sujets qui, à première vue seulement, n'ont pas beaucoup de rapport puisque vous explorez des thématiques aussi diverses et variées que nos réactions collectives face à la maladie, à la pandémie, à l'alimentation, à la sexualité, à la procréation, à la violence, à la filiation, au rôle que tiennent les religions dans notre manière de percevoir tous ces sujets. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à regrouper autant de thématiques diverses sous la bannière d'un seul et même livre ? Alors, certaines de ces thématiques sont habituellement regroupées par les critiques de ce qu'on appelle la cancel culture ou le wokisme. On peut penser par exemple à la critique de ce qu'est en train de devenir, c'est mon avis en tout cas, le féminisme, souvent relié à celle du courant trans ou queer. Là encore, à ce que ce courant est en train de devenir idéologiquement, ce qui n'est pas forcément depuis son origine. Et les mêmes adversaires les mêmes critiques de ces phénomènes vont vous parler des théories raciales, vont éventuellement aussi parler de l'écologie sous une forme ou une autre, et notamment du véganisme dont je parle dans mon livre. Je dirais que ma spécificité est de relier ces thèmes, déjà reliés entre eux par certains de mes prédécesseurs, à plusieurs choses. La sécurité, le sécuritarisme, que je critique aussi, ce qui fait que, soit dit en passant, mon livre s'il n'est pas fait pour plaire à ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche, n'est pas fait non plus pour plaire à ce qu'on appelle la droite, dont je dis à un moment dans mon livre qu'il n'y a rien de plus bête que la gauche à part la droite, et je le pense très sincèrement, c'est-à-dire que des proches disaient qu'on soit l'un ou l'autre, on était hémiplégique. Je pense qu'on est un imbécile en fait, et qu'aujourd'hui, l'imbécilité au sens de Bernanos, c'est aussi bien Sandrine Rousseau qu'Éric Zemmour, quoi, pour prendre 2 exemples paroxystiques. Moi, j'aime bien la formule de Manchette qui dit c'est les 2 mâchoires du même piège à con. C'est une autre façon, plus poétique de le dire, moins conceptuelle. Ouais. C'est très beau. Donc là, voilà, le sécuritarisme, je vais y revenir dans un instant. On va voir comment ça se relie au reste. Et la technologie.
qui se relie au sécuritarisme. Là aussi, alors, là, il y a pas mal de conservateurs qui seraient d'accord avec moi, sans forcément voir le lien direct et pour moi essentiel avec, par exemple, avec MeToo. Et j'ajoute à ça, en effet, la lecture que j'ai du monde, qui est une lecture religieuse, et qui est un peu la toile de fond sur laquelle va se déployer mon analyse. Mais religieuse, pour moi, ça veut dire aussi esthétique, ça veut dire aussi artistique, ça veut dire littéraire. Mon livre commence par l'évocation d'un tableau de Botticelli, La calomnie, appelée aussi La calomnie d'Apelle, et qui pour moi résume ce qu'est à travers les siècles le procès de la chair. Et bon, je ne l'ai pas dit parce que c'est presque évident, tout cela se relie pour moi à la chair. Et à son défaut, enfin au défaut de prise en compte de la chair dans la société contemporaine. Tout s'y relie. La viande, c'est la chair. Étymologiquement, la viande, c'est la chair. Caro en latin, ça veut dire la chair, ça veut dire la viande. Et inversement, un auteur comme Céline emploie le terme de viande pour dire le corps humain. Notre mièvrerie non violente, c'est un rejet de la chair dans ce qu'elle a d'intrinsèquement violent. On va peut-être parler de la violence tout à l'heure, mais je fais une apologie de la violence qui n'est pas du tout une apologie de la cruauté, de la barbarie ou de l'oppression. C'est des choses différentes. Par exemple, parfois je vois des gens qui sont d'accord avec moi sur certaines questions et qui, d'un autre côté, sont des partisans du gentle parenting, de l'éducation douce. L'éducation bienveillante, on appelle voilà, ça. ou d'autres formes de douceur, de doucerie, communication non violente, etc. Non. Si vous êtes pour la chair, vous n'êtes pas pour ce genre de bullshit. Et alors, je suis père de deux petites filles, je crois être un gentil père. Je suis pas un père violent, au sens où on entend... ce mot habituellement, mais je suis pas pour le gentle parenting. Précisément parce qu'on est des êtres de chair, on n'est pas des petites choses. Alors, en quoi tout cela va se déployer parce que c'est vraiment ça, je dirais, ma petite pierre. Sur le fond de notre problème de technologisme et de sécuritarisme, en fait, on vit dans un monde où il est de plus en plus possible, grâce à la technologie, de faire abstraction de nos chairs. Ou pour le dire autrement, de manière peut-être plus technique, de faire que nos chairs ne soient plus que des corps. Des machines, des robots, des trucs qui se gèrent. Et ça, évidemment, c'est lié, alors c'est la poule et l'œuf, je sais pas, mais c'est lié à notre aspiration à une sécurité maximale. Vidéosurveillance, empreinte digitale, reconnaissance faciale, etc. Or, par exemple, moi, ce qui va me séparer des conservateurs américains critiques de MeToo, c'est qu'ils ne voient aucun problème au fait de tout donner de soi, de sa vie, à l'aéroport, à JFK. Oui. Aucun problème. D'ailleurs, en général, ils ont même approuvé ce genre de politique. Ouais. Moi, ça me rend malade. Quand je suis dans la queue à JFK pour donner mes empreintes, mes pouces, etc., ça me rend foudrage. Et je pense qu'il y a un... En fait, on ne peut pas critiquer de bonne foi, on ne peut pas critiquer efficacement et de bonne foi un phénomène comme MeToo si on ne voit pas que MeToo est l'extension à l'intime de quelque chose qui n'est certainement pas né avec le Patriot Act de George Bush, mais que le Patriot Act a rendu objectivable, visible, possible. Une belle grande étape, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Disons que y a cette chair qui pose problème depuis la nuit des temps, parce que la chair, c'est la violence, la chair, c'est la mort. C'est la vie, mais c'est la mort. C'est la mort, Et on veut la mettre au pas, sans quoi, on y reviendra peut-être, on n'a pas forcément tort. Il faut un peu l'apprivoiser, la chair. Mais tout est un problème d'équilibre. Et il vient un moment
où cette volonté de l'apprivoiser va se transformer en volonté de la castrer. Et puis de faire comme dans Orange Mécanique, d'en faire quelque chose de totalement, de totalement lisse. Et ça, c'est un phénomène qui s'accélère aujourd'hui, qui va du Patriot Act à MeToo, en passant par les applications de consentement. Je parle effectivement de ça dans mon livre. On va consentir à chaque étape du processus sexuel. Ça existe. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et ça inclut le véganisme, dont l'utopie finale est la destruction de toute animalité, paradoxalement. Ce sont des défenseurs des animaux qui veulent que nous cessions d'être des animaux et dont l'idéal serait que les animaux eux-mêmes cessent de l'être. Parce qu'il faudrait appliquer le véganisme aux chiens aussi. Et leur donner des croquettes végétariennes. Non, ça commence aussi. Hein. Oui, aussi, ouais. Je sais que certaines personnes sont favorables à ça. Bon, etc. etc. Alors, on en a rapidement parlé. Vous commencez votre essai par une apologie qu'on pourrait juger provocante de la violence. Et vous attribuez la plupart des mots que vous analysez au refus d'envisager cette violence. Donc pourtant, et on a des auteurs, notamment comme Norbert Elias, qui pourraient vous dire que le processus de civilisation consiste justement à refouler cette violence et à la confiner. En quoi la dénonciation de ce processus est-elle nécessaire pour vous ? La dénonciation du processus de non-violence. Donc. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'est plutôt bien qu'on ne s'étripe pas, qu'on ne s'entretue pas, qu'on ne s'entreviole pas, qu'on ne s'entrevole pas, etc. etc. Ou qu'on ne tue pas, qu'on ne pratique pas l'infanticide. La violence, étymologiquement, c'est la même chose que la vie. C'est l'énergie vitale. Encore une fois, qu'il faille apprivoiser notre part violente, c'est très bien, je suis d'accord avec cette idée. Je dis juste qu'il faut trouver le truc, la balance, l'équilibre, pour que cet apprivoisement ne devienne pas en fait une destruction de la violence. Par ailleurs, la violence, ça s'apprivoise avec de la violence. La civilisation des mœurs, c'est aussi tous les moyens qu'on trouve pour rendre la violence moins violente, mais par la violence même. Je parlais de l'éducation. L'éducation, c'est une forme de violence. Et même si vous êtes contre la fessée, vous pratiquerez d'autres formes de violence. Alors, d'ailleurs, c'est amusant, parce qu'en fait, aux États-Unis, on n'a jamais réussi à interdire la fessée, à ma connaissance, contrairement à la France. Donc, un exemple contre-intuitif, en fait, où le puritanisme, parce que pour moi c'est une forme de puritanisme, n'est pas forcément là où on croit. Et la France, c'est pas forcément si protégée que ça face à certains délires, en l'occurrence de mièvrerie contemporains. Cela étant dit, si vous foutez une fessée à votre gosse dans une rue à New York, vous serez très mal regardé par à peu près tout le monde. Ça dépend dans quel quartier. Vous le voyez plus fréquemment. Je sais de quoi je parle parce que j'y habite, à Harlem. Beaucoup moins dans l'Upper East Side. Là où les parents mettent leurs enfants dans des écoles très chères, où on ne pratique pas de violence. Parfois, les écoles sont très chères et n'ont pas de notes, mais elles sont quand même très chères. Et elles ont quand même pour but d'envoyer leurs enfants dans des universités où on met des notes, et plus ou moins sévèrement. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Et si c'est pas une forme plus ou moins stylisée de violence physique, encore une fois, je précise que je ne suis pas pour qu'on batte les enfants, au contraire. Mais je constate juste que la petite fessée ou la petite tapette sur la main, quand c'est remplacé par la culpabilisation permanente de l'enfant, par ses mères... moi, il n'y a rien qui me rend plus malade, à part les empreintes digitales à l'aéroport, que les parents new-yorkais, que je côtoie de loin quand je suis au bac à sable, etc. Ça donne des bacs à sable. Oui, il y en a encore. Alors attention, on n'a pas le droit d'y aller si on n'est pas accompagné d'un enfant. Okay. Ça, c'est écrit sur les bacs à sable aux États-Unis, parce qu'ils ont tellement peur. Donc, moi, les pauvres clodos ou les vieux nostalgiques que j'ai connus quand j'étais petit, quand j'allais au bac à sable avec mes parents, ça n'existe pas aux États-Unis. Ça n'existe plus. Et ne vous inquiétez pas, ça n'existera bientôt plus en France non plus. On se sera débrouillé pour les invisibiliser d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, moi, ces gens, par leur contact, m'ont appris beaucoup de choses. Mais ils ne font pas partie de ce qu'on considère comme approprié dans l'éducation
même indirecte, d'un enfant. Et alors, donc, on se retrouve avec ces parents qui donnent, du coup, en miroir, en plus, une image de nous-mêmes horrible, parce qu'on se dit que quelque part, on doit un peu leur ressembler, d'une manière ou d'une autre. C'est horrible. Et donc, vous avez ces mères qui sont là, qui vont jusque sur le toboggan avec leurs gosses, qui leur parlent tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Ce sont des moulins à paroles. Patati, patata, ne touche pas ci, ne touche pas ça. Ah, c'est bien, tu as fait du toboggan, bravo. Good job. Et ça ne s'arrête pas. Et l'enfant n'a pas une seconde à lui pour rêver, pour faire des bêtises, pour s'égratigner le coude, pour courir un peu. Et si jamais vous avez le malheur d'être là avec votre livre, par exemple, et que vous voulez simplement laisser votre fille jouer au bac à sable, s'engueuler avec les petits de son âge, voler un jouet, s'en laisser voler un aussi, etc. Mais vous êtes regardé comme le dernier des... Les indignes. Ouais. Vous abandonnez votre enfant. Vous êtes un monstre. Vous pouvez être... ils peuvent appeler la police. Enfin, moi, j'ai eu droit un jour dans le bus à une mère qui m'a dit qu'elle allait me dénoncer à la police parce que je parlais durement à ma fille. Qui ce jour-là était insupportable, ce qui arrive parfois. Bon, appelez la police quand même. Ça, je veux dire. Mais ces parents-là sont d'une violence extrême. C'est une violence rentrée et qui ressort. Et c'est une violence. C'est des parents qui, au lieu de gueuler une bonne fois pour toutes, vont dire avec un ton extrêmement gentil et triste, pathétique, « You know you're stressing, mom. Tu sais que tu es en train de stresser, maman. » Mais c'est horrible. Le gosse qui entend ça, il en a pour 30 ans de psychanalyse. Et en fait, comme par ailleurs la psychanalyse a été évacuée de l'éducation américaine, il faut le savoir, elle a été évacuée parce que la psychanalyse, c'est pas rapide, la psychanalyse. C'est pas compatible. Là, pour le coup, je suis, moi, tout à fait dans l'affiliation de l'école de Francfort. C'est pas compatible avec le capitalisme. Il faut des méthodes qui vont vite. Donc, on donne des médicaments aux gosses. Et ça aussi, c'est une forme de violence. On leur donne des médicaments pour traiter notamment les pertes d'attention et tout autre genre de problème. On en parlera peut-être. Une petite fille qui veut faire pipi debout, on va lui donner à un moment un médicament pour lui donner la possibilité de se réaliser comme garçon. Tout est traité de cette manière-là, en gros. Donc, comme il n'y a pas de psychanalyse, de toute façon, il ne fera pas 30 ans de psychanalyse. Il va être comme ses parents, il sera malheureux, parce que ces gens-là sont malheureux. Vous voyez, ce sont des gens qui portent le malheur et la frustration sur le visage. Je vous laisse imaginer ce que ces parents-là, comme couple, ça donne. Évidemment, ce sont des gens qui n'ont pas de vie, qui ne sont plus des êtres humains. Donc, la violence... elle est partout, c'est juste que elle est comment dirais-je, elle est transformée d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis pour une alchimie de la violence, c'est-à-dire un processus par lequel on l'apprivoise, on en fait sortir la quintessence et on se débarrasse des scories. Les États-Unis, que par ailleurs j'aime énormément, enfin je vis pas là-bas par hasard du tout, je suis très fier d'avoir 2 filles américaines au demeurant, franco-américaines, mais je constate que c'est un pays d'extrême, où on a en fait affaire qu'à une violence qui n'est pas traitée. Donc vous avez d'un côté cette espèce de mièvrerie abjecte qui donne lieu à énormément de malheur par la violence rentrée. Il y a beaucoup d'études. Après, vous vous dites que vous ne faites pas un livre scientifique, et effectivement... mais il y a beaucoup d'études qui montrent que l'explosion aujourd'hui qu'on a chez les jeunes de maladies mentales, de troubles mentaux, est une conséquence de cette éducation hyper chouchoutée. Oui, bien sûr. Mais par ailleurs, aux États-Unis, il y a quand même des tueries de masse. Bien sûr, c'est ça, oui. Et alors, le retour du refoulé, quoi. Le retour du refoulé. Et quand vous regardez, c'est très intéressant, quand vous regardez les dates environ, quand ces tueries de masse ont commencé à avoir lieu, c'est fin des années 60 en fait. Il n'y a pas, parce que on parle beaucoup du Second Amendment et du droit aux armes aux États-Unis. Voilà, je sens que les gens vont hurler. Je ne suis pas favorable dans la situation actuelle à ce que n'importe qui puisse acheter une arme aux États-Unis chez Walmart ou en France. En revanche, il est faux, archi faux, que la
cause des tueries de masse, c'est un problème de compréhension du mot cause, ça soit le Second Amendment. Puisque ce Second Amendment existe depuis, alors je ne sais plus la date exacte, mais ça existe depuis très longtemps. En France, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les gens avaient des armes chez eux. Tout à fait. Je crois savoir qu'en Suisse, les gens continuent. C'est la nation la plus armée d'Europe, la Suisse. Oui. Voilà. Il n'y a pas de tuerie de masse. Entre parenthèses, l'une des premières mesures prises par le gouvernement collaborationniste en France a été de demander aux gens de livrer leurs armes à la préfecture, ce que beaucoup n'ont pas fait, et c'est aussi grâce à ça qu'en août 1944, les gens sont descendus dans la rue et ont pu libérer Paris. Ma famille a été sauvée pendant la guerre par une dame qui avait un pistolet chez elle pour pouvoir, si jamais la Gestapo arrivait, s'en servir. Cela étant dit, c'est un problème aux États-Unis. Mais c'est pas un problème en soi. Au 19e siècle, il n'y avait pas de tuerie de masse. C'est plus culturel, c'est-à-dire. C'est un problème. Et juste une chose, les lynchages, qui sont l'une des manifestations de l'extrême violence américaine, par définition, ça ne se faisait pas par des armes à feu. Bien sûr. C'est des gens qu'on pendait à des armes. Et ben ça pourrait tout à fait exister dans un pays sans libre circulation. Ouais. Et dernière chose là-dessus, avant d'en arriver à ce qui pour moi est la vraie cause, au sens philosophique du terme, de ce problème, il faut un petit peu arrêter avec l'idée qu'en France, il n'y a pas d'armes. On n'a pas de Second Amendment et les armes sont pas forcément légales, mais je me souviens que le président Hollande avait expliqué, chez nous, les gens ne se font pas tuer dans la rue. Vous regarderez la date de la citation, ça date d'après novembre 2015. Au moins d'après Charlie Hebdo. C'est pas la chose la plus maligne à dire, parce qu'en fait, oui, en France, il y a même des armes de guerre qui circulent. Alors, c'est pas légal, mais enfin, c'est pas pour autant que ça circule pas. Et les gens se font tuer. Donc, le vrai problème, c'est que, par exemple, le monstre qui a tué les petits-enfants au Texas il y a quelques semaines, est un symbole de ce vrai problème, c'est-à-dire une société désaffiliée, une société où les gens à 18 ans peuvent vivre chez leurs grands-parents, probablement qui ne leur parlent pas, où il y a plus de lien social, familial, charnel. Il y a des villes entières dévastées, il n'y a plus de lieux de sociabilité. Il y a des villes où les seuls lieux de sociabilité sont justement, et c'est terrible, les magasins d'armes et les pawn shops, les boutiques de prêt-sur-gage. Où il n'y a même plus de pub. Les gens qui sont derrière Starbucks ou Amazon et qui sont liberal au sens américain du terme me font vomir, parce que ce genre de firme contribue à mes yeux à détruire les lieux de sociabilité traditionnels. Et j'ajoute que Dieu sait si j'en connais à New York, qui trouvent génial le confinement, qui trouvent génial de ne plus se parler, sachant qu'il n'y a pas eu de vrai confinement aux États-Unis par ailleurs, parce que néanmoins, il y a quand même et ça je trouve ça génial, pour le coup, il y a quand même un truc qui fait que jamais un Américain acceptera qu'on lui interdise de sortir chez lui plus de 20 minutes. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a eu ce qu'on appelle le lockdown, c'est-à-dire et ça a eu des conséquences économiques terribles. Et des gens qui ont perdu leur emploi, des vies ont été détruites. Alors oui, c'est sûr, hein, quand on peut payer des gouvernantes pour s'occuper de ses enfants à la maison, qu'il n'y a pas d'école, etc., un lockdown, ça peut même être très sympa. Hein. Et d'ailleurs, vous revenez sur ces politiques de confinement, cette politique sanitaire dans votre livre qui, selon vous, est aussi révélatrice d'un rapport un peu malsain que nous avons au corps, à la violence, à la santé, à la maladie, ce que vous appelez l'idolâtrie de la santé. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là ? Oui, c'est-à-dire que c'est deux choses. D'abord, la vie est comprise strictement comme santé. La vie, c'est beaucoup de choses, c'est pas juste la santé. Je pense qu'on est plus heureux en buvant un peu trop, en mangeant un peu trop, en fumant un peu trop, etc., qu'en mesurant chaque chose, etc. Parce que y aura un impact sur la santé. En plus, parenthèse à ce sujet, c'est toujours très idéologique et très chargé moralement et historiquement, ce que l'on va considérer comme intrinsèquement mauvais pour la santé, notamment aux États-Unis. L'alcool, c'est pas bien,
Le sucre, c'est très bien. Le tabac, c'est pas bien. Mais, rebelote, le sucre, c'est très bien. Je connais pas le nombre de morts du diabète versus celui du tabac, mais ou de l'obésité. Mais j'imagine que l'obésité avec toutes ses conséquences. Mais je vais pas m'amuser à dire que c'est. Je ne sais pas exactement, mais j'imagine que c'est pas nul non plus. Bon. Donc, mais là, il y a des raisons. Il y a des raisons historiques, morales, religieuses. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est passionnant. Il y a toute une histoire de la réception du tabac dans l'ancien monde, quand on l'a ramené du nouveau. Et ça a été tout de suite très bien accepté et en même temps très mal. Voilà, quant à l'alcool, j'ai pas besoin de vous... voilà. Mais d'un autre côté, il y a aussi la vision extrêmement réductrice de ce qu'est la santé. Parce que j'aurais pu m'arrêter là et dire qu'on ne parle pas du bonheur, mais je pourrais le dire aussi en termes quasi sanitaristes et dire qu'on ne parle pas de la santé mentale. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant le confinement. Enfin, on en a parlé un petit peu après. Mais la fin, quand on commençait à voir les conséquences. Oui, il y a beaucoup de gens qui continuent à être très mal à l'aise avec ça. Il y a beaucoup de gens qui vont balayer ça d'un revers de main. Oui, c'est vrai quand même. Les enfants autistes, etc. Mais ça a été absolument terrible pour les adolescents. Ça a été monstrueux pour les handicapés. Ça a été terrible pour les gens, qui sont nombreux, ayant des problèmes mentaux qui peuvent être des simples névroses. Mais quand on habite dans un 30 mètres carrés et qu'on est un couple névrosé, ça peut finir par un suicide. Sans parler des il y a eu une augmentation dans le monde entier des violences conjugales. Des violences conjugales, des suicides, des dépressions. Tout ça ayant aussi peut-être à terme des... c'est pas encore très bien connu, les racines psychosomatiques des cancers, par exemple. Mais et peut-être que ça le sera jamais. Mais il y a beaucoup de choses en fait là-dedans qui ne sont pas quantifiables. Mais le problème, c'est que, par exemple, la santé mentale d'un adolescent, ça n'intéresse pas tellement les gens qui sont appelés à voter pour ou contre les politiques de confinement, qui sont des gens en général beaucoup plus âgés, qui n'ont pas d'adolescents à la maison. Ça les intéresse pas. Et s'ils prétendent que ça les intéresse, d'expérience, ils mentent, en fait. Et puis il y a, en plus, il y a aussi un truc générationnel. Pour le coup, je suis pas du tout dans le jeunisme, mais sur cette question-là, je constate une différence avec certains, entre guillemets, vieux. C'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui la santé mentale, c'est pas sérieux, quoi. Oui. La psychiatrie, alors la psychanalyse, j'en parle même pas. Mais juste une chose, par ailleurs, comment dirais-je, sur ces, il y a eu des conséquences aussi terribles sur la culture. Tous les niveaux, enfin, art, artisanat, la cuisine, la restauration, etc., etc. Ça, je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que je disais. C'est pas la... Bon, je vais pas mettre ça dans la santé, enfin peut-être que très indirectement, il pourrait y avoir un lien avec la santé mentale, mais... mais ça en fait partie. Mais en tout cas, ça fait partie de la vie. Et une vie qui ne serait que la santé physique et ou mentale, mais où il n'y aurait plus de spectacle, où il y aurait plus de restauration, si ce n'est des libéraux, je sais pas quoi, et ben c'est une vie amoindrie. C'est une vie amoindrie. C'est pas la vie humaine telle qu'on l'a conçue jusqu'à présent. Ce procès de la chair que vous décrivez, vous décrivez ce procès en accusant le christianisme, donc dans une dimension plus religieuse, d'avoir dénigré justement cette filiation charnelle, l'idée de filiation charnelle au profit de l'abstraction universelle. La question que je serais tenté de vous poser est la suivante: est-ce que le fétichisme de la filiation et de la tradition est-il toujours approprié? Alors si on prend l'exemple de l'actualité, dans la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, la première reproche à la seconde de se dérober à ses racines, à ses filiations historiques et de préférer l'abstraction occidentale à la filiation slavophile.
Alors, ne peut-on pas cependant affirmer avec force ici que c'est l'abstraction qui a raison et que la filiation a tort ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, c'est pas parce que la Russie dit une chose concernant l'histoire de l'Ukraine que cette chose est vraie. Et vous avez des Ukrainiens, notamment d'ailleurs des Ukrainiens nationalistes, qui vont vous dire que pour eux la filiation c'est très important, mais qu'elle ne se situe pas du tout à leurs yeux du côté de Moscou. C'est ce qui a fait dire à certains, c'est d'ailleurs pas tout à fait ma lecture de l'invasion de l'Ukraine, hein, mais c'est ce qui a fait dire à certains à droite que finalement ils étaient avec les Ukrainiens, certains se sont réveillés, se sont rendus compte tout à coup que Poutine était un monstre. Ils ont raison, c'est un monstre. Parce qu'il y a eu quand même une certaine admiration de Poutine dans ces cercles en France. Et alors leur manière de se sauver, ça a été de dire on n'avait pas vu à quel point les Ukrainiens aimaient leur patrie. Alors ils n'ont pas complètement tort. Il y a cette part de patriotisme, peut-être de tribalisme en Ukraine. Moi, c'est pas tout à fait ma lecture. En revanche, ce que je vois, c'est des Ukrainiens qui veulent sauver leur maison, leur famille, leurs enfants, éventuellement leur éviter de se faire violer et ou massacrer. Mais tout ça, c'est la filiation. Et à maints égards, si j'étais méchant, je dirais que le patriarche Cyril me donne raison. Sauf que je suis tout à fait conscient que il est largement dénoncé par une partie du christianisme, notamment du christianisme orthodoxe, qui voit à quel point Cyril, c'est le grand inquisiteur de Dostoïevski, oui. C'est la religion mise au service du pouvoir. Mais je sens chez lui, et les gens qui sont avec lui, cette façon qu'a pu avoir le christianisme dans l'histoire, en tout cas dans son incarnation historique, de sacrifier père et mère et enfants au profit d'une idée supérieure. Cela dit, je ne dis pas que Cyril, ça soit le christianisme. Par ailleurs, Poutine, c'est un apôtre. Ah oui, je sais qu'il est très critique de certains aspects de la modernité, notamment dans certains de ses discours, la technologie, Internet, et aussi le transsexualisme, ce qu'on appelle très improprement en France la théorie du genre, etc. Bon. Mais enfin, la technologie, il l'utilise, mais assez bien. Pas si bien que ça, heureusement, en Ukraine. Actuellement, il semble que ce soit la pire armée du monde. Mais les Russes, ils sont quand même connus pour leurs trolls. Ils sont quand même très forts en intelligence artificielle. Poutine a déclaré que le pays qui serait maître de l'intelligence artificielle serait maître du monde. Et c'est très important à ses yeux. Donc là, il y a eu, et de la part de ces de ces conservateurs à la petite semaine poutiniens, il y a eu, si j'étais gentil, je dirais un aveuglement. Je pense que c'est de l'hypocrisie. Mais de la même manière qu'il y avait des conservateurs qui admiraient Hitler, quoi. C'est-à-dire que mieux vaut Hitler que le Front populaire. C'est cette idée-là. C'est oui, bon, c'est vrai qu'il a des trolls, c'est vrai que c'est un as de l'intelligence artificielle, qu'il est obsédé par ça. Et inversement, chez les communistes, il y avait aussi mieux vaut Hitler que les sociodémocrates. Oui, par ailleurs, oui. En tout cas, c'est ce qui a donné c'est fait partie de ce qui a donné le pacte germano-soviétique. Mais d'ailleurs, à propos de communistes, l'idéologie poutinienne reprend certains aspects de l'idéologie soviétique, notamment sa technophilie. Et Poutine est un grand admirateur de Gagarine. J'ai écrit récemment en anglais un texte à paraître qui est une réponse au texte de Lévinas sur Gagarine. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, Heidegger, Gagarine et nous, qui est un texte d'un très très profond aveuglement, malheureusement, sur la dimension totalitaire de ce projet qui a consisté à envoyer Gagarine dans l'espace. L'idée de Lévinas étant que si vous êtes trop technophobe ou critique de la technologie, vous êtes du côté des Heidegger et donc du nazisme. Mais le nazisme était technophile. Il faut lire le livre de Jeffrey Herf, Reactionary Modernism, qui est je crois traduit en français. Les nazis étaient obsédés par la technique, la maîtrise de la technique, comme les communistes.
et d'ailleurs les uns comme les autres partageaient en même temps, ça c'est tout à fait conciliable, l'idée d'un âge d'or pré-technologique. Pour les nazis, c'était un âge d'or un peu pastoral, etc. Ouais, mais pas tous les nazis d'ailleurs. Et les communistes avaient un petit peu ça, parce qu'il y avait cette idée que tout avait... Le communisme primitif, Exactement, absolument, Rousseau. absolument. Mais c'est une dialectique. Dans les deux cas, on retourne à cet âge d'or par la technologie. Bah, vous avez ça chez Poutine. Et tout ça avec l'intelligence artificielle, avec... aujourd'hui, c'est le règne des neurosciences, c'est tout ça. Donc... la partition abstraction abstraction d'un côté, carnalité, on va dire, de l'autre, elle n'est pas si claire que ça. Et chez Poutine, comme chez les nazis et comme chez les communistes, enfin les communistes, c'est pas du tout tous les communistes, mais l'idéologie léniniste et stalinienne, eh bien, ça rejoint, enfin l'extrême abstraction qu'est la technologisation et la virtualisation des rapports humains rejoint l'extrême violence. Poutine voudrait une guerre nucléaire, c'est assez clair. Hein. C'est pas pour ça qu'il le fera, il sera peut-être tué avant. Mais c'est assez clair, d'après ce que je lis de gens qui lisent le russe, qui n'est pas mon cas, que dans les cercles proches du Kremlin, en fait, on soutient qu'une guerre nucléaire ne serait pas forcément... au détriment de la Russie, parce que c'est un immense pays. Donc il y aurait des morts, même chez eux, mais ils arriveraient à s'en sortir. Ouais. C'est l'extrême violence. L'extrême violence produit de l'extrême scientificité. Et oui, il y a un continuum. Il y a un continuum technique, violence... Il y a... en tout cas, là, il y aurait un lien qui est indubitable. Un lien qui Est-ce qu'il est nécessaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de la technique pour être violent, ou est-ce que la technique est forcément violente ? C'est ça, c'est-à-dire que la question que je vous pose, c'est qu'à l'instar de beaucoup de technocritiques, vous estimez que la technique porte en elle-même les germes du totalitarisme, de l'eugénisme, c'est les objections que vous formulez à l'encontre du transhumanisme. Est-ce qu'on tombe pas ici dans une espèce de stéréotype rousseauiste du bon sauvage, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en entretenant le préjugé qu'il suffirait de libérer l'humain de la technique pour le rendre vertueux, ce que certaines expériences historiques peuvent contredire Non, parce que d'abord, je suis pas tellement rousseauiste. Je pense que... Mais pour la même raison que je ne suis pas chrétien, c'est-à-dire que... Évidemment, Rousseau rompt avec la notion de péché originel, donc en ce sens, il n'est pas du tout chrétien. Mais il l'est au sens où il croit qu'il y a eu un paradis perdu où tout allait bien. Bon, moi, je ne suis pas chrétien d'abord par naissance, mais aussi par réflexion. Je ne crois pas à ça. Je ne crois foncièrement pas à ça. Je pense que la nature a une part de violence intrinsèque. Et j'ajoute même, puisque mon livre parle aussi de ça, que ce qu'on appelle communément Dieu, le divin, recèle aussi cette part de violence. Le mal étant Dieu même. Alors, vous savez que chez Augustin, c'est un grand problème. Hein, il ne comprend pas comment le mal a pu surgir dans le monde alors que Dieu est bon, parfait, pacifique, etc. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu à moi est un Dieu de colère, de passion, de rage, et aussi de bonté, de grandeur, de magnificence. Mais il y a ce mal dans le divin. C'est-à-dire, c'est plus ou moins en l'occurrence, c'est plus ou moins la même chose dans la nature, chez les animaux. J'ai jamais compris d'ailleurs comment les chrétiens pouvaient sincèrement croire que le péché originel explique que les animaux souffrent, s'entre-dévorent, etc. etc. Là, j'avoue que pour moi, il y a un problème logique. Sauf à penser qu'avant la chute de l'homme, tout allait bien dans le règne animal, que les chimpanzés n'étaient pas extrêmement violents comme ils le sont, que les cachalots ne mangeaient pas les plus petits poissons ou les plus petites baleines, Après, etc. c'est peut-être plus une méconnaissance, parce que spontanément, c'est très possible. On se dit que les animaux, quand ils font le mal, entre guillemets, c'est parce qu'il y a toujours une nécessité, c'est pour manger, c'est pour se défendre, c'est pour... C'est pas si clair, hein, mais... non, mais c'est faux, c'est complètement faux. Et surtout, quand c'est un continuum. Quand est-ce que... on pourrait dire ça de beaucoup de criminels, en fait, qui font le mal sans le savoir, ou sans le vouloir, sans se regarder dans le miroir en se disant « Oh, c'est bon d'être méchant ». C'est de l'ordre de la pulsion, c'est animal. Donc, le mal, il est dans la nature, il est
Mais j'allais dire, le mal, c'est pas mal, en fait. C'est pas mal en soi. Tout est une question d'équilibre. Tout est une question d'alchimie. C'est la dose qui fait le poison. Ouais. Et le poison, ça peut être le médicament aussi. C'est Ouais. ce qui m'intéresse d'ailleurs dans le thème de la sorcellerie. C'est pour ça que j'ai fait ma thèse sur la sorcière de Michelet. Maintenant, le mal qui est dans la nature et qui est aussi chez les hommes dans les conditions les plus primitives, les hommes préhistoriques étaient déjà très violents, c'est ça la cause de la violence totalitaire. C'est pas la technologie, j'ai jamais dit ça. Je ne dis pas ça parce que ce serait un problème de définition du mot cause. La technologie, là je vais dire la technologie plutôt que la technique, c'est vraiment un moyen. C'est un moyen. Et c'est un moyen qui accroît et décuple les possibilités quand on veut faire le mal. Mais la technologie, au départ, est plutôt là pour nous aider à sortir des pires aspects de notre condition matérielle et animale. Ça, c'est la technologie au sens de Prométhée, dans le mythe grec. Ou plutôt dans sa version qui est la plus tardive, en fait, qui est celle d'Échille, qui est celle que tout le monde connaît, en gros, aujourd'hui. C'est-à-dire que Prométhée est un titan, c'est un dieu primitif, beaucoup plus légitime que les Olympiens, qui vole aux dieux le feu dont il va faire cadeau aux hommes. Ce qui veut dire que faire l'homme à son image, pour employer l'expression biblique, c'est ce qu'il fait en leur donnant le feu. C'est les rapprocher de lui, de sa condition divine, primitive. Mais ça ne va pas plaire à cet usurpateur qu'est Zeus, qui voudrait garder le pouvoir divin pour lui tout seul, et qui va donc punir Prométhée. Tout le monde connaît cette histoire. Ça, c'est pas une critique de la technologie. Enfin, en tout cas, chez Échille, Prométhée est magnifiquement valorisé. C'est un héros. Il pouvait y avoir dans des versions antérieures du mythe un côté un peu critique. On n'aurait pas dû avoir ce feu. Ouais. Mais non, chez Échille, Prométhée, c'est le héros absolu. Il nous a donné ce feu. C'est Lucifer, le porteur de lumière. Il nous a donné ce feu, il nous a fait don de sa divinité, et c'est merveilleux. Et il s'est sacrifié parce qu'il il s'est sacrifié, et ce tyran usurpateur qu'est Zeus va le lui faire payer. Mais il peut rien faire d'ailleurs contre nous, parce c'est trop tard. Ce mythe-là, je le trouve extraordinaire. Il a une influence sur la tradition romantique dont je me réclame, qui va d'ailleurs mêler les figures de Prométhée et de Lucifer, le Lucifer judéo-chrétien. Ça, c'est très très bien. Et c'est la technique, mais ça commence avec le fait de réparer une jambe qui a été cassée. J'ai aucun problème avec ça. Mon problème, c'est justement quand le savoir technique, au lieu de nous libérer, nous asservit à notre condition matérielle. Fait de nous des choses. D'abord en nous faisant croire que nous ressemblons fondamentalement à des machines, à des automates, etc. Et ensuite en nous rendant dépendants. Je suis dépendant aujourd'hui, nous sommes dépendants aujourd'hui des téléphones. Nous le sommes. Et si nous refusons individuellement de l'être, à moins de vivre en ermite... Oui, on s'ostracise soi-même. Alors, soit on s'ostracise, mais je pense que l'être humain n'est pas fait pour ça, soit d'autres personnes vont avoir un fardeau plus grand que nous. On va avoir une autre personne que nous qui va s'occuper du compte en banque, du téléphone, de l'Internet, etc. Mais ça, c'est pas moral. Oui. Donc, on est foncièrement devenu dépendant d'un outil technique qui était censé nous libérer et qui va aussi nous transformer nos corps, transformer nos facultés cognitives, transformer notre rapport au corps, puisque aujourd'hui, tout passe par le téléphone, tout se prévoit par le téléphone, etc., eh bien, y a une certaine spontanéité dans les rapports humains qui disparaît progressivement, qui a d'ailleurs parfois complètement disparu. Aujourd'hui, on n'arrive plus à l'improviste chez un ami. Ça se faisait, il n'y a pas si longtemps, ça se faisait. Moi, je l'ai connu quand j'étais enfant. Ça se fait encore à la campagne. Moi, j'y vis. Les gens passent. Ouais, mais ça se fait... je trouve ça bien, mais ça se fait pas beaucoup. Là, encore, contre-intuitivement, l'une des dernières personnes que je connaisse qui fasse ça, c'est l'un de mes amis américains. C'est très énervant d'ailleurs, hein. Mais c'est très sympathique. Ça commence à disparaître. La drague ne peut plus être spontanée, elle est de moins en moins. Ce qu'on appelle aujourd'hui la drague de rue. C'est du harcèlement. Ah oui, et donc du harcèlement. Ça paraît si scandaleux aujourd'hui. Bon, il y a deux cas de figure. Parfois, c'est scandaleux parce que le type est tout simplement dégueulasse et que à n'importe quelle époque,
n'importe qui lui aurait mis Bien un sûr. point dans la figure. Ouais. Bon. Et c'est ce qui mérite. Mais il y a beaucoup de cas où c'est pas le cas, et où ce qui semble scandaleux, c'est la part de spontanéité. On n'est pas préparé. Il y a une vieille série anglaise que j'adore qui s'appelle Chapeau melon bottes de cuir, que vous devez connaître. Oui. Il y a plus que les Français qui connaissent ça. Les Anglais et les Américains connaissent pas. Et pourtant, Diana Rigg jouait dans Game of Thrones. Ouais. Il y a un épisode génial où qui est une satire des bonnes manières anglaises. Je crois que le crime a lieu dans une école de bonnes manières où où des types refusent de dire bonjour à quelqu'un. Ils sont un peu comme des robots, comme ça, s'ils n'ont pas été présentés. Ils ne peuvent même pas voir la personne s'ils n'ont pas été présentés. Et ça, c'est une satire de l'esprit victorien. Ouais. Bon. C'est comme les vampires qui ne peuvent pas rentrer chez vous si vous ne les invitez pas. Quoi. Absolument. Et j'adore le thème vampirique. Entre parenthèses, j'ai fait un cours sur les sorcières et les vampires dans la littérature française et le cinéma. Ce truc de pas de... Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah non, ne me dis pas que tu veux me parler si on n'a pas été préalablement présenté par une opération technologique qui est la rencontre sur app. Mais c'est horrible. C'est horrible. Ça ne nous libère pas, ça nous a servi. Vient d'un moment où la technique ne nous libère pas, elle nous a servi. C'est ça que je... Et, pardon si je suis un peu long, mais c'est vrai qu'il y a eu des crimes avant Enfin, de toute façon, la technique, ça commence avec les armes en silex. Hein. Mais plus on entre dans une technologie perfectionnée, plus on peut tuer. C'est pour ça d'ailleurs que même si je ne suis pas en soi hostile à ce que les gens aient des armes chez eux, je suis plutôt contre le fait que des gens qui sont des malades mentaux et qui ne sont pas diagnostiqués, parce qu'aux États-Unis on n'est pas diagnostiqué si on est un malade mental. Là, de ce point de vue-là, je suis plutôt d'accord avec Bernie Sanders. Il faudrait que les gens se fassent soigner et n'aient pas forcément à payer $10 000 pour ça. Un malade mental qui va chez Walmart et qui prend une arme hyper automatique, voilà, avec, et ben il peut tuer plus que s'il utilise un couteau de cuisine. Bien sûr. Et bien de la même manière, Ou même un revolver qui tourne à 6 coups. voilà. C'est pour ça que dans les circonstances actuelles, je suis quand même pas favorable. On va dire que je serais favorable à ce que le Second Amendment soit au moins limité. Mais la dénonciation véhémente et ignorante, notamment chez certains Français, du Second Amendment me dégoûte. Mais cela dit, oui, il faut le limiter. Et puis surtout, il faut que les gens puissent se soigner, et notamment soigner leurs problèmes mentaux. Mais tout ça pour dire que, oui, quand on a une arme automatique, on tue plus. Quand on a des tanks, on tue plus. Quand on a des chambres à gaz ou une bombe atomique, on tue plus. Et d'ailleurs, et il ajoute, et quand on a la radio. Sans la radio, les nazis n'auraient pas pu installer leur propagande. Les génocideurs Hutus non plus. Oui. C'est la radio qui a permis... Alors certes, c'était un génocide à la machette, mais c'est un génocide... Donc je parle évidemment du génocide du Rwanda. C'est ça, en tout cas, la technique... Rendu possible même, je sais pas. Comment ? Même c'est un génocide rendu possible par la technique, enfin par la radio. En tout cas par la radio, qui est quand même la technique. Voilà. Donc, alors c'est vrai que, d'ailleurs je dis que c'est un génocide à la machette, je ne serais pas étonné que ça soit aussi un peu un cliché. Il y a eu aussi certainement des armes à feu, mais de la même manière d'ailleurs que la Shoah, c'est pas que les chambres à gaz, il y a aussi des formes entre guillemets plus primitives de violence impliquées dans le processus. Mais il y a la radio. Il y a les tanks. D'ailleurs, les formes plus primitives, si on pense par exemple à la Shoah par balle, enfin c'est quand même par balle, ou à ce qui s'est passé en Roumanie, etc. S'il n'y avait pas eu l'invasion de l'Europe par les nazis, elle-même rendue possible par la technologie extraordinaire dont ils étaient maîtres, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc voilà. Mais ça n'est qu'un instrument. Je ne tombe pas dans l'idée. Mon antimodernisme, à cet égard, je suis antimoderne, je le suis pas en vérité, mais ne me fait pas croire tout à coup que si les nazis avaient été armés d'arcs et de flèches, voilà, qu'ils auraient été gentils.
Non, de trébuchet. le mal, la violence est en l'homme. Et encore une fois, tout est une question d'équilibre. C'est une bonne façon de terminer cet entretien qui est comme je le disais au départ, on a effectivement complètement pas du tout fait le tour de votre livre, mais c'est une occasion pour nos auditeurs d'y aller. Donc j'aimerais terminer cet entretien par une citation d'Henri-Louis Mencken, qui est donc journaliste, libre penseur et formidable écrivain, qui sa définition du puritanisme, il disait la peur terrible que quelqu'un quelque part puisse être heureux. Oui. C'est superbement vrai, hein. J'ai rien à ajouter. Et c'est le moment des contrariétés de Mathilde. Bonjour Peggy, bonjour Fergan, bonjour cher David. Je suis très contrariée parce que je me suis fait avoir par un canular. La semaine dernière, une association de parents défilait à Londres pour lutter contre l'emploi douteux sur les réseaux sociaux de l'emoji pêche. Oui, celui qui ressemble à une paire de fesses. Eh bien vous savez quoi ? Eh ben c'était très crédible. Je tremblais déjà pour le devenir de l'emoji aubergine sacrifié sur l'autel de la décence quand je me suis aperçue que l'association Moms United for Proper Peach Emoji Treatment avait pour acronyme Muppets, autrement dit marionnettes en français. C'était donc bien une blague. Alors, est-ce que mon sens de l'humour me fait défaut ? Pourtant, ce n'est pas faute d'entraînement. J'ai une discipline humoristique du tonnerre. Je pratique quotidiennement la contrepétrie, je fréquente Peggy Sastre, je lis Charlie Hebdo, j'écoute Sandrine Rousseau, mais j'y ai cru. Car on voit partout cette volonté frénétique de neutraliser. Moins ça a de goût, moins ça pique, mieux c'est. Alors on finit par vouloir essayer de n'offenser personne et de représenter tout le monde et ça donne l'emoji, homme enceint, métis. David, vous qui avez fréquenté les safe spaces des universités américaines, vous les comparez dans votre livre à des garderies, ces salles qui font office de refuge contre des offenses qu'on choisit de ne pas subir. Deuxième couloir après le gymnase, la salle de respect de vos pronoms. Troisième à gauche, celle du groupe de communication non violente. Mais moi, c'est pas ma cam. Après 2 ans de Covid, le safe space a perdu de son charme. D'ailleurs, y a-t-il un safe space contre la bien-pensance ? Même Top Gun respecte les quotas ? Non, pas moyen d'y échapper, puisque même les chansons sont des espaces de sécurité. Mais là, ce n'était pas un canular quand j'ai lu que la chanteuse Lizzo avait dû changer les paroles de sa chanson dans laquelle elle s'auto-qualifiait de spads, c'est-à-dire partir en vrille. Manque de peau, le mot renvoie à une forme de paralysie cérébrale. Et ça ne suffit pas d'être engagée. La chanteuse a beau être noire et montrer son séant sur les réseaux pour lutter contre la grossophobie, il a suffi qu'une femme réellement handicapée soit offensée pour qu'elle soit taxée de validiste sur Twitter. La pauvre a fait son autocritique fissa. Merci Lizzo, ça va pour cette fois. Comme on dit aux enfants de 10 ans, faute avouée est à moitié pardonnée. On aurait apprécié la même repentance pour le rappeur Freeze Corleone sur ses propos antisémites. Chers auditeurs, si vous croyez dans le safe space du Point, fermez bien vos oreilles, car ce que je vais vous dire va vous choquer. Il est impossible de n'offenser personne. C'est d'ailleurs pour ça que nous envoyons nos enfants à l'école, pour qu'ils se confrontent à l'altérité. Parce qu'à vouloir questionner tous les signes, les écrits, les visuels et y chercher une offense, nous allons élever une génération de petits offensés, une génération de fragiles, alors que notre monde, lui, redevient de plus en plus violent. Le risque, à cause de tout ça, c'est que nos vies ne soient plus très intéressantes. Cher David, dans votre ouvrage, vous nous parlez avec une grande érudition du réel charnel que nous délaissons au profit d'un monde sans charme, sans vague, l'utopie d'un monde cocooning, frigide, robotisé. Pardonnez alors ma référence, je rendrai hommage au cancelled de l'histoire avec ma culture classique à moi, celle des rois du monde de Roméo et Juliette, la comédie musicale, qui parle de ces êtres qui se protègent de tout, même de l'amour. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Le Point.